tu peux avoir l'honneur de faire le clap. Le premier clap. J'étais nulle. Non, c'était un beau pic. C'était un magnifique pic. Je pense que c'est bien pour... ça va bien le synchroniser. Nice. Alors, Je te laisse l'honneur de commencer le podcast. bon, je te laisse présenter d'abord. En fait, ça va être plus facile si on va dans ce sens-là. Oui, alors moi je m'appelle Andrea, j'ai 27 ans, tout bientôt. Et je suis brand designer ou designer de marque en bon français. Et je suis contente d'être là aujourd'hui. Voilà, je sais qui je suis à peu près. Enchanté, Andrea. Merci. Moi, c'est Lionel, j'ai 26 ans. Dans mon milieu, on dit que je suis un entrepreneur. J'essaie de ne pas me brander comme ça, mais apparemment, c'est la chose qui me colle le plus aux fesses. Et je pense que dans ce premier épisode du podcast, on va principalement parler de qui on est, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à là. Sachant qu'on se connaît depuis cette 3e fois qu'on se voit, je pense, de toute notre vie. Et donc c'était une bonne surprise, et puis voilà. Trop bien. Et si on doit... Quelle était ta motivation de faire un podcast ? Tu dis pour ce podcast ou pour le podcast que j'ai à côté ? En général. En général, ce que je trouve génial avec les podcasts, c'est que les gens partagent de manière plus spontanée. Et moi, j'aime ce côté spontané du partage. J'aime pas les choses qui sont trop scriptées parce que ça enlève toute une dimension humaine qui est importante pour moi. Donc, j'aime bien le côté sans filtre du podcast pour la faire courte. Ouais. Et toi ? Je t'avais raconté une anecdote hors recording avant. Mais à l'époque, un de mes mentors, en fait, il m'a expliqué qu'à l'époque, pour véhiculer un message, les gens écrivaient des livres. Mm-hmm. Aujourd'hui, la manière moderne d'écrire un livre, c'est de faire un podcast. Et en fait, le fait de faire un podcast, ça enlève énormément de barrières pour pouvoir vraiment t'exprimer, en fait, et pouvoir, si tu veux inspirer du monde ou si tu veux, en fait, transmettre quelque chose, c'est, comme tu l'as dit, plus spontané, plus facile et plus direct, si on veut le dire comme ça. Ouais, puis je trouve qu'on rencontre mieux la personne, en tout cas, qui est derrière le podcast comme ça, qu'à travers un livre. Moi, perso, j'adore lire des livres. Mais c'est sûr qu'un livre, c'est écrit une fois, puis c'est réécrit une deuxième fois, puis c'est édité, et puis ça perd beaucoup de choses en chemin, et puis on reste juste avec l'information, souvent pourquoi on achète le livre, mais on s'éloigne en tout cas de la personne. Oui, c'est vrai. Et inversement, je pense au niveau de l'écrivain, enfin de la personne qui veut transmettre quelque chose, c'est vachement compliqué d'écrire un livre en soi, parce que tu dois passer des étapes et des étapes, alors que, pour faire ce podcast-là, on a quand même pas mal discuté et pas mal délibéré, mais la barrière en soi est beaucoup plus bas. Et au final, je pense que c'est un magnifique véhicule pour s'exprimer, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une des manières les plus modernes, en tout cas, de s'exprimer aujourd'hui, sans être perdu derrière des filtres de réseaux sociaux, tu vois, parce que il y a quand même cet aspect-là, en tout cas, sur Instagram, TikTok, on veut bien paraître, et tandis que sur le podcast, justement, les podcasts qu'on aime le mieux, c'est le côté très humain. Ouais, et puis le côté libre, tu vois, de la chose. En parlant un petit peu de réseau, donc toi, tu as un background un peu créatif, un peu de branding, tu es dans le branding marketing, si j'ose dire. Oui. Mais tu es avant tout une entrepreneuse. De ce que j'ai compris, tu as essayé de lancer pas mal de projets. Enfin, si tu veux en parler... Oui, je peux en parler très, très ouvertement parce que, on va dire, même durant mon gymnase, je lançais toujours des projets qui, à l'époque, étaient plus scientifiques parce que j'étais dans les sciences. Mais j'ai toujours eu besoin d'exprimer mon côté créatif avec des projets de danse, avec des projets de streetwear, de fashion. Et
au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment dans les projets, c'était ce début d'incubation d'une idée, et puis où j'allais imaginer toute une identité pour ce projet-là, que j'allais faire les réseaux, et puis après, quand il fallait vraiment faire marcher la chose, je commençais un peu, en toute sincérité, à perdre cet intérêt, puis le feeling pour le projet que je me suis inventé. Donc tu t'es vraiment focalisé un petit peu sur un savoir-faire que toi t'estimais on peut maîtriser en fait le mieux. Oui, je pense. Ok. Et quel était ton premier projet, ton tout premier projet? Alors, c'est un peu dur à définir parce que j'ai fait beaucoup de choses comme activité extrascolaire. Donc j'ai fait de la danse, j'ai travaillé dans un centre de recherche en Serbie. J'ai fait beaucoup de stages là-bas. Et donc c'est vraiment dur de définir quel est le vrai premier projet, mais je pense que celui où j'ai enfin commencé à gagner de l'argent, c'était un projet de maquillage professionnel. Ok, Ouais. ok. Donc ça sortait un peu de nulle part pour tout le monde à l'époque, c'était vraiment bizarre, parce que surtout en Serbie où toutes les trends venaient toujours un peu plus tard, tu vois, il y avait une sorte de delay entre ce qui se faisait par exemple en Amérique, puis que moi je regardais sur YouTube, en Serbie ça arrivait à peu près 2-3 ans plus tard, tu vois. Ouais. Et moi qui étais dans ma période YouTube et où je me recherchais un peu artistiquement, je pense aussi, j'ai commencé un business de maquillage professionnel, mais plus orienté, c'était pas du maquillage professionnel de mariage, tu vois. Moi, je voulais vraiment des vrais projets créatifs, un peu SFX. Ouais. Et puis, c'est le premier projet qui m'a vraiment rapporté de l'argent. Je me suis retrouvé dans un réseau de la beauty, du make-up. Et puis, j'étais parmi les premières blogueuses make-up chez moi en Serbie. Et du coup, j'ai vu tout ce monde-là un peu se développer, puis c'était une chouette expérience. Puis c'est comme ça aussi que je me suis après, on va dire, nichée dans le branding, dans les marques de luxe et les marques beauty. C'était grâce à cette première expérience, on va dire, que j'ai eue entrepreneuriale. Ça a toujours été très créatif au final, en Ouais. fait. Ouais. Je me l'avouais pas au début, si tu veux, vu que j'étais très scientifique. Et voilà, pour moi, c'était tout basé sur des données. Puis j'assumais pas du tout ce côté créatif, mais dès que je l'ai assumé, je suis devenu brand designer. Donc voilà. Très bien. Moi, j'ai eu le parcours quasiment inverse de toi. Mm-hmm. C'est-à-dire que de base, je m'estimais... en fait, j'avais commencé... L'une de mes boîtes était une agence créative, justement. Je m'étais dit... j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et en fait, j'ai réalisé qu'au final, la chose dont j'étais fort, c'était de mener des projets à bout et de résoudre des problèmes. Mm-hmm. Et du coup, j'ai ouvert un petit peu le spectre du savoir-faire qu'on doit acquérir. Mm-hmm. Et du coup, de plus me spécialiser dans un domaine, mais de connaître un petit peu de chaque domaine pour garder une vision d'ensemble et de créer un petit peu des gros projets à la chaîne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de créer une entreprise, la mener jusqu'à son exécution, et puis après, c'est bon, c'est fait. Par contre, je suis très très mauvais à me focaliser sur un département, que ce soit le marketing ou la finance ou peu importe, et de me concentrer uniquement là-dedans. Donc c'est assez marrant, c'est deux côtés différents de l'échelle, quoi. Ouais, mais ça c'est souvent c'est ta personnalité qui définit un peu ses points forts, comme ça qu'on a naturellement. Ouais. Et je pense que c'est drôle parce qu'on se découvre à travers le podcast, mais je pense que vu que tu es quelqu'un de persévérant, à mon avis, tu arrives à mener ces projets comme ça. Bon, c'est un grand mot, persévérant. Ouais, mais tu vois, pour mener un projet à bout, c'est ça que j'essaie de te dire avec mon histoire, c'est qu'il y a quand même un côté où tu dois persévérer jusqu'au bout. Moi, j'avais ce côté où j'étais à fond, où je persévérais juste sur cette partie qui m'intéressait, moi, si tu veux. Ouais, c'est juste. Tu vois. Si tu devrais décrire une grosse difficulté que tu as surmontée, enfin, partager une grande difficulté que tu as rencontrée, et qu'est-ce que ça serait ? À travers ces premières marques que j'ai lancées, ces premiers projets que j'ai lancés, je pense que la vraie difficulté était de m'avouer
qu'en fait, j'avais des bonnes idées, j'avais tout le bagage créatif pour que ça, si tu veux, qu'il y ait un bon look de marque et de créer des bonnes bases, mais que j'étais absolument horrible pour voilà, mener le projet à bout. Et ça, pour moi, c'était un moment quand même assez hard de m'avouer que bah, c'est bébé, tu vois, pour moi, à chaque fois que je crée, bah, la meilleure chose était que je l'ai délégué à quelqu'un qui, après, saurait vraiment faire fructifier la chose. Ouais. Bah, on m'a dit une fois que souvent, enfin, on m'a dit, en fait, c'est la réalité, souvent, quand on commence son aventure, que ce soit entrepreneuriale ou n'importe quel type de projet en fait, qu'on mène, on le prend justement comme un bébé. On a l'impression, on a ce fardeau de devoir le tirer jusqu'au bout. Et du coup, en fait, on se donne un stress énorme à devoir apprendre déjà plein de skills, en fait, parce que tu vas jamais réussir à englober tout ce que tu dois connaître pour mener un gros projet à bout. Et du coup, ça mène beaucoup de gens à abandonner, en fait, au final, parce que ils savent pas déléguer. Ouais. Et l'une des choses qu'on m'a dit, qu'on m'a dit et que j'ai entendu aussi de plein d'autres entrepreneurs, c'est dès que tu connais quelqu'un qui est meilleur que toi dans ce domaine, il faut que lui reprenne la tâche. En fait, c'est lui qui doit continuer le travail là où tu le laisses. Parce que c'est le seul moyen en fait que tu puisses te concentrer sur la partie où tu es forte et de mener l'ensemble du projet à bout. Après, ça ne veut pas dire que tout est impossible, c'est juste que c'est plus optimisé de le faire dans ce sens, en tout cas à mon avis. Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais je sais pas si tu as remarqué, dans le monde du business, souvent tu vois que les gens, ce qui peinent le plus, souvent, c'est de déléguer. Oui. C'est une vraie problématique, en tout cas, dans ce milieu. Mais ça, tout le monde, tu vois, tout le monde sait qu'il faut déléguer. Tout le monde sait, et la première chose à faire, c'est les gens se posent la question, c'est comment créer une équipe. Et au final, quand tu crées une équipe, c'est pour déléguer. Oui. Moi, dans l'une de mes plus grosses sociétés, je disais tout le temps, j'avais un assistant exécutif en fait qui faisait mes tâches un peu rébarbatifs. Mais quand on arrive en réunion, la chose qu'il disait tout le temps, c'est que tous les collaborateurs de la société sont l'assistant du directeur. Parce qu'au final, en théorie, le directeur devrait être capable, en tout cas, de superviser l'ensemble des projets, mais il ne le fait pas. Parce qu'il y a une certaine confiance. Et le step entre déléguer en mode « Ok, toi, fais ça », et déléguer en mode « Ça, c'est le projet, mène-le à bout », c'est deux délégations différentes. Et la deuxième type de délégation, tu dois vraiment faire confiance à la personne et te dire que « Ok, ton but, par exemple, à toi, c'est de créer la marque, de faire en sorte que la marque fonctionne, de développer les réseaux, sans que moi j'intervienne, c'est très très difficile, surtout si c'est toi qui as engagé le projet au départ. » Mais comme tu dis, pour déléguer, il faut faire confiance aux gens. Et je suis sûr que tu as remarqué autour de toi en bossant avec les gens, mais c'est souvent ce qui manque. Et puis il y a aussi un aspect, je sais pas ce qu'on veut dire, de développement personnel dans déléguer quelque chose où tu dois accepter que tu ne seras plus dans le contrôle. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment un peu des control freaks, tu vois, pour finir, qui ont besoin absolument de qui pensent pouvoir tout contrôler, parce que c'est quand même une nuance assez importante. C'est une sorte d'illusion qui se crée, qu'en fait, si eux, ils décident tout se passera forcément mieux, tu vois. Ouais. Mais je pense que tous les chefs d'entreprise ou toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont cet esprit de devoir garder le contrôle. Et bizarrement, l'une des entreprises qui a échoué de mon côté, c'est parce que j'avais perdu le contrôle, j'avais trop délégué. Ok. Je pense qu'il y a une limite assez fine entre justement avoir un contrôle et le déléguer en mode gestion de projet. Et en fait, la grosse difficulté, je pense, et c'est là où ça va toucher, que ça a énormément touché mon ego au départ, c'est pas de me dire, moi je savais typiquement que la CMO, je dois lui dire développe ce réseau social et la laisser faire en autonomie. Ça, je savais que c'était le cas. Par contre, la chose que je n'avais pas forcément assimilée, c'était que quand tu es un chef d'entreprise, il faut garder un certain sens du contrôle, mais en même temps, savoir déléguer. En fait, ce qui est compliqué, c'est pas vraiment de perdre le contrôle ou de savoir qu'il faut déléguer, parce qu'en fait, les gens arrivent à se dire je vais déléguer certaines tâches à cette personne, à quel point,
Et là, ce qui est vraiment compliqué, c'est de se dire que cette personne, en fait, maîtrise des outils que moi, je maîtrise pas spécialement. Et de me dire que ce que moi, je pense être le meilleur n'est pas forcément être le meilleur pour pour atteindre un certain objectif. Un exemple concret de ça, c'était justement le débat qu'on avait eu avec une personne anonyme sur lequel on a les deux pu travailler, c'est les extensions de domaine. Je pense qu'il y a 5 ans, 6 ans, c'était hyper important pour n'importe quelle entreprise d'avoir un .com. Aujourd'hui, on sait plus ou moins, enfin justement, pas tout le monde le sait, mais les .com deviennent de moins en moins à la mode parce qu'ils sont de moins en moins disponibles, forcément. Et en plus, il y a un sacré marketplace de personnes qui vont dans les databases de trademark et viennent enregistrer des noms de domaine juste pour faire du blackmailing. Donc aujourd'hui, au final, ça m'a même à moi pris un certain temps d'assimiler que les extensions spéciaux ont une meilleure plus-value que le .com. Surtout en termes de branding, si on analyse vraiment ces nouvelles extensions de domaine, c'est presque une prolongation de ton branding, ce qui à l'époque avec un .com n'était pas vraiment possible. C'était juste une question d'image qu'on donnait avec le .com, du sérieux, mais là on peut vraiment s'amuser et puis faire vraiment des choses en tout cas très créatives grâce à ces extensions de domaine. Ouais. Je crois que ton extension de domaine c'est .design, ce qui est... C'est pas la plus créative, mais en tout cas c'est celle qui colle le mieux avec ce que je fais actuellement. Ouais, ou .créatif, je sais pas si ça existe, hein, mais c'est vrai que aujourd'hui ça permet de véhiculer instantanément ce que tu fais. Et il y a un domaine qui m'a vraiment choqué et qui m'a dit ah ouais, ça c'est vraiment génial. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va connaître cette société, mais la société ABB, qui est en fait l'un des plus gros sociétés industrielles en Suisse, à l'extension .abb. Donc leur site internet c'est global.abb. Et je trouve que c'est génial. Genre leur extension de domaine c'est le nom de la société. Et aujourd'hui on peut faire ça si la société typiquement c'est une agence de design, donc .design, une agence, un cabinet d'avocats c'est .law. C'est vachement plus fort qu'en .com. En .com aujourd'hui justement on a cette connotation, on commence à avoir cette connotation, j'ai l'impression d'institution ou de banque, un peu vieillot des fois. Ouais, ça donne un côté vieillot je trouve. Ouais. Et c'est très difficile d'assimiler. En tout cas pour moi ça a été très difficile d'assimiler ça. Et aujourd'hui même avec certains associés c'est très difficile de se dire justement que ça c'est les nouvelles choses. Et c'est là où on remarque justement que les nouvelles personnes dans ton équipe ou les gens qui rentrent dans ton équipe sur lesquels tu dois déléguer, tu dois toujours exercer un contrôle, hein, ça c'est sûr, mais tu dois te dire surtout que lui va venir avec un bagage que toi tu n'as pas. Même si tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans d'expérience dans les sites internet, lui il vient avec une nouvelle trend et la trend va être souvent perdurer dans le temps. Et c'est ça qu'il faut se dire en fait. Ouais, mais c'est pour réussir en tout cas à déléguer de la bonne manière, il faut vraiment avoir cet état d'esprit de mise à jour constante, tu vois. Il faut se remettre en question des fois justement par rapport à ce domaine, des fois se dire ok, oui peut-être que pour moi à une époque le .com c'était comme tu dis, c'était vraiment l'institution internet, mais c'est peut-être plus à jour tout simplement. Oui, c'est ça. Et je pense que ça s'applique dans plein de domaines, dans tous les aspects de l'entrepreneuriat, c'est de se dire justement que peu importe, on peut faire autant de recherches qu'on veut, on peut essayer d'apprendre tout ce qu'on veut, on va jamais réussir à être expert dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on doit déléguer à des experts et que eux vont apporter des idées novateurs, apprendre ou à laisser, mais il faut prendre en compte que c'est de l'innovation qu'il faut tout le temps avoir et avoir le courage justement de se dire que ça c'est quelque chose qui va fonctionner. Et ça c'est très difficile. Ouais, dans ma culture, il y a un proverbe qui dit, qui est tout simple, hein, presque j'ai envie de dire tout con, mais ensemble t'es fort, mais ensemble on est plus fort. Et ça c'est, je pense aussi un peu le key message de ce qu'on vient de discuter. Oui, il y a ce côté expert que tu apportes aussi, mais des fois c'est toute une dimension, c'est pas juste un conseil, tu vois. Ouais. C'est absolument. Vraiment une ouverture, une prolongation de ta vision, et puis plus tu es ouvert à ça, plus justement la boîte peut aller plus loin dans cette vision. C'est ça. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que le but de ce podcast, c'est qu'on se retrouve
toutes les semaines. En tout cas, on va tenir le rythme. Oui. On va essayer de véhiculer des messages, en tout cas via notre expérience et via aussi des guests, des invités assez spéciaux. Donc voilà, j'espère que ça plaît. Et puis Ouais, puis surtout, n'hésitez pas à nous dire quelle thématique pourrait vous intéresser pour des prochains épisodes. Et voilà, à bientôt. À bientôt.